Il faudrait pour que les États-Unis respectent la Chine, qu'il y ait encore des survivants à la fin du combat, parce que pour que les gens se respectent, il faut d'abord que les gens existent, parce que ça peut être le point de départ d'une guerre nucléaire. Tu as 300 têtes nucléaires en Chine, tu as 5500 têtes nucléaires aux États-Unis. Bon, c'est foutu si les choses escaladent entre les deux et que chacun appuie sur le bouton. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que si le conflit se déroule et que ça ne se transforme pas en affrontement militaire nucléaire, pardon, et que ça reste un affrontement militaire normal, il faudrait que la Chine l'emporte. Ou c'est-à-dire que la Chine l'emporte militairement et fasse donc partir les Américains, ou que même si la Chine perd militairement, que la Chine l'emporte idéologiquement et récupère Taïwan. Voilà, c'est en fait ça maintenant. Est-ce que les Chinois peuvent le faire? En principe, si on est logique, ils devraient le faire. Quand tu, Exactement. quand tu entends Marco Rubio dire comment dire, l'Amérique latine, Cuba, le Venezuela appartiennent au giron américain, que la doctrine Monroe est de retour et que les États-Unis ont la légitimité de dominer ces zones. Tu regardes Taïwan, c'est beaucoup plus logique dans le cas de Taïwan parce que Taïwan, ce sont des Chinois. C'est vraiment des Chinois. C'est juste des Chinois qui ont traversé la mer et qui ont dit que bon, dès maintenant, on est un autre pays. Les États-Unis finançaient et armaient Chiang Kai-shek, le chef du parti nationaliste, le Kuomintang, dans les années 40. Il y a donc eu la guerre civile entre le Kuomintang et le parti communiste de Mao. Sauf que ce sont les Chinois qui l'ont, les Chinois enfin, c'est Mao qui l'a remporté, je veux dire. Quand Mao a remporté la bataille, Chiang Kai-shek a fui avec 2 millions de personnes. Ils sont allés se réfugier juste de l'autre côté de la mer, à une centaine de kilomètres de là, sur la fameuse île de Taïwan. Et donc, du coup, c'est tout, en fait. Donc, ce sont des Chinois qui sont juste de l'autre, sur une île, et qui disent que bon, nous, on ne veut plus être Chinois, nous, on est un pays à part entière. Donc, la Chine dit, bah non, vous appartenez à la Chine, vous êtes des Chinois, c'est une province rebelle que nous allons récupérer. Donc, c'est beaucoup plus légitime du côté de la Chine. Le problème, c'est que les Chinois, plus que les Russes ces derniers temps, les Chinois se font un peu humilier à l'international militairement parlant. Ils n'ont pas de coup d'éclat militaire, c'est-à-dire rien. Ils n'ont pas. Poutine au moins peut dire bon, j'ai pris le Donbass. Même si Trump me dit que oui, je n'ai pas réussi à kidnapper Zelensky. Bon, kidnapper Maduro, c'est une chose, mais si je dois choisir entre Trump et Poutine, je pense que c'est Vladimir Poutine qui a accompli vraiment quelque chose. Parce que tu peux kidnapper Maduro, mais ça fait rien, tu as kidnappé une personne. Entre ça et quelqu'un qui a pris 20% du territoire du pays le plus vaste d'Europe, après la Russie justement, bah, je préfère avoir les 20% du territoire ukrainien. C'est un vrai accomplissement. L'autre, c'est beaucoup de show. J'ai kidnappé Maduro. Et après, le Venezuela est toujours contre moi, mais l'autre qui a l'Ukraine, lui, il a annexé de facto l'Ukraine plus la Crimée. Donc, la Chine, par contre, comme elle, enfin, il y a beaucoup de mouvements de navires autour de Taïwan, les bâtiments de guerre qui sont déployés, des menaces, on montre les muscles, mais elle n'a toujours rien accompli militairement. Elle va se fixer là-bas au Laos, Cambodge. Elle va envoyer des compagnies privées en Tanzanie. Elle va envoyer des soldats dans les casques bleus. Elle va implanter une base à Djibouti. Mais tout ça, en fait, on trouve la Chine sur le terrain économique. Sur le terrain militaire, elle a beau investir beaucoup dans son armée. C'est quand même 315 milliards de dollars pour l'année dernière. Elle a beau, voilà, avoir une flotte conséquente, c'est la plus vaste, c'est la plus grande armée du monde en termes de nombre, c'est 2,5 millions de personnes. Bon, elle a beau avoir tout ça, mais on ne l'a plus vue à l'épreuve vraiment c'est-à-dire, on ne la voit pas en fait faire quoi que ce soit là vraiment d'impressionnant dans ce monde. On la voit beaucoup dans la Mais tu ruse. crois que c'est dû à quoi? C'est dû au manque de confiance? C'est dû Mais, à quoi? C'est mais, c'est dû à... mais fait concernant la Chine, moi j'ai remarqué c'est un pays, c'est-à-dire eux ils n'aiment pas le proving, parce que quand on voit un peu comment la Chine s'est développée, c'est-à-dire comment on dit en douce, c'est-à-dire on les voyait pas venir. C'est-à-dire en fait c'est un pays, c'est plutôt le succès qui parle pour eux. On se demande mais comment ils ont fait. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'en fait la Chine côté militaire
n'a pas encore sorti tous ses cadres. Et je pense Oui, que ce qu'on pense même de la Chine militairement est même sous-estimé à ce qui est même de la vraie réalité. Et c'est même ils ont pour ça que justement les l'occasion. Américains se méfient. Ils ont l'occasion de le prouver puisqu'ils veulent récupérer Taïwan. C'est ça le grand défi. S'ils n'avaient pas des... C'est eux-mêmes qui disent qu'ils veulent récupérer Taïwan. Ils auraient pu se calmer, rester silencieux et surgir comme ça un matin en disant ben non, on récupère Taïwan, comme Poutine a fait pour l'Ukraine plus ou moins. Mais c'est eux qui disent tous les jours on veut récupérer Taïwan. Et tu te trompes en disant qu'ils n'aiment pas le proving. Ils sont tout le temps en mer de Chine, tout autour de Taïwan, ils rôdent, ils montrent les muscles. C'est les Américains qui déploient c'est les bâtiments américains qui sont là-bas, y compris ceux stationnés au large de la mer du Japon, qui viennent de temps en temps vers Taïwan, aussi faire les mouvements, les manœuvres coordonnées avec l'armée taïwanaise pour dire aux Chinois calmez-vous. Et les Chinois montrent les muscles tous les jours. C'est-à-dire, ils sortent les muscles, ils disent que ben voilà, Taïwan, on vous a à l'œil, on va venir vous annexer parce que vous êtes une province rebelle, revenez à la Chine et tout. Et à long terme, ça devient un peu humiliant, ça devient un peu ridicule. Parce que oui, la Russie, oui, elle a ses coups d'éclat, même si on trouve que c'est lent et qu'il n'a pas pu avoir Kiev. Au moins, il a le Donbass. Les États-Unis, bon, même si ça ne sert pas vraiment le résultat qu'ils recherchent, en Iran comme au Venezuela, au moins au niveau du show, c'est très beau à voir et très impressionnant, ça c'est clair. Les baies de Spear déployées en Iran, ou encore les GIs qui sont venus capturer Maduro en 3 heures de temps, c'est impressionnant. Mais pour la Chine, il n'y a pas de coup d'éclat militaire de la Chine. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas un truc qu'on dit waouh. Non, ça vraiment les Chinois. Il n'y a pas. Sur le plan économique, technologique, oui, c'est-à-dire pour le soft power, c'est voilà les infrastructures, les trains, la tech, la téléphonie et tout. C'est très beau. Même les armes, on sait ils ont des centaines de têtes nucléaires et elles fonctionnent. C'est pas des jouets. Ils ont des chars, des porte-avions, des bâtiments, des missiles et tout. Ils ont tout ça, mais bah justement, c'est ça qui peut conduire à poser la question que bah, comment ça se fait alors que vous n'arrivez pas à prendre Taïwan? Parce que voilà les Américains qui sont venus chercher Maduro au Venezuela. Donc même s'ils n'ont pas récupéré le Venezuela, au moins ils ont réussi à capturer le président. Est-ce que la Chine peut capturer le dirigeant taïwanais? Est-ce que voilà, Taïwan étant beaucoup plus petit que le Venezuela, c'est-à-dire c'est minuscule, c'est une île minuscule, c'est vraiment petit. En principe, ça devrait être beaucoup plus rapide à prendre. Donc l'histoire aussi leur demande de montrer qu'ils voilà qu'ils comptent parce que quand on parle de la Chine, on parle trop de l'économie Mais justice, militairement. ne dis pas Mais la qu'ils Chine, sont pas, ils n'aiment pas le proving parce que aujourd'hui, quand on regarde la géopolitique, quand on regarde partout, tous les pays veulent se faire respecter. Il n'y a rien à voir avec le proving. Tous les pays veulent être au devant de la scène, de telle sorte que on parle d'eux, qu'on dise que, en fait, il faut faire attention à tel parce que ils sont. Tu crois que c'est pour rien que les Américains sont les gendarmes du monde? C'est parce qu'ils veulent se faire respecter et ils se font respecter. Et si la Chine veut se hisser au sommet, ils devraient faire pareil. Parce que Exactement. aujourd'hui, dans parce le que monde, tu te fais respecter quand tu prouves. Si tu ne prouves pas, tu ne te fais respecter par personne. Ne dis pas que la Chine, ils ne sont pas, non, ils n'y arrivent pas. Point final. Oui, en pour fait, l'instant, il y pour l'instant, a ils n'y un arrivent pas. domaine où la Chine ne bat pas les États-Unis, c'est le soft power. C'est-à-dire, la culture américaine est tellement ancrée. Sauf que la Chine vient tout doucement. Parce que regardez, les dramas coréens commencent à être regardés par les jeunes occidentaux. C'est-à-dire, eux, ils viennent de Là, pour manière moi, c'est pas la petite. Chine. En fait, mais il y a aussi des dramas chinois dedans. Oui, mais enfin, on parle là du volet militaire. Comme tu as dit, sur le soft power, les Américains sont les numéros un. Sur le hard power également, ils sont les numéros un. Parce que pour l'instant, militairement, c'est l'armée qui se déploie, qui sème le plus de la pagaille, et le monde semble les regarder. C'est-à-dire, tu vois, ils ont un précaré là à côté, ils mangent. Les Chinois ont pourtant l'île de Taïwan et ils ont beaucoup plus de légitimité parce que les Taïwanais, c'est leur compatriote. Même Taïwan aimerait s'appeler République de Chine
Même Taïwan est appelée République de Chine. Même Taïwan revendique le nom Chine. Même Taïwan dit il y a une seule Chine et c'est nous. Donc même Taïwan a des aspirations sur la Chine continentale en disant la vraie Chine c'est la Chine qui est dirigée depuis Taïwan. Donc même les Taïwanais, sans vouloir dépendre de la République populaire de Chine, dont du logiciel soi-disant communiste, ils se réclament étant chinois, étant les vrais Chinois, dans comment dire, voilà la vraie identité de la Chine. Par contre, les Vénézuéliens ne sont pas des Américains, pas plus que les Mexicains, pas plus que les Cubains. Et si les États-Unis arrivent quand même à venir montrer les muscles et à crier fort devant leur véranda, le fait que la Chine ne le fasse pas, alors que Taïwan, c'est même pas la véranda, c'est la dépendance collée à la maison. Là, il y a un énorme souci. Et c'est un peu un aveu de faiblesse à l'international. Tout ne se résume pas. Le point positif de ce que Trump vient de faire, c'est de rappeler aux gens que tout ne se résume pas à l'argent. L'argent, c'est bien dans un monde normal où tout le monde respecte les règles. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, tout le monde te respecte et tout. Mais qui utilise sa force pour arracher l'argent, avoir l'argent ne te protège en rien. Parce que celui qui a la force, il vient, il arrache, il prend. La Chine, maintenant, qui commerçait avec le Venezuela, Xi Jinping était en visite au Venezuela quelques instants seulement après qu'on vienne kidnapper Maduro. Il discutait encore avec les émissaires chinois. Quelques heures plus tard, on est venu le capturer. C'est une sorte d'humiliation en plus envers la Chine. Et voilà, le fait aussi les embargos, ou le fait que la Chine soit obligée d'opérer clandestinement, ça montre que les États-Unis sont supérieurs en mer des Caraïbes. Pourtant, en mer de Chine, dans la mer du Japon, dans le secteur, dans la véranda chinoise, les Américains se déploient plus ou moins comme ils veulent. Ils font des manœuvres devant Taïwan en disant aux Chinois, bah non, vous n'allez pas toucher à l'enfant-ci. Or, les Chinois n'arrivent pas à déployer leurs navires en mer des Caraïbes pour dire aux Américains, vous n'allez pas toucher au Venezuela. Tu me diras que les accords ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Mais voilà, pourquoi ne pas le faire? La question qu'on peut poser aussi à la Russie, même si elle est la Libye de l'Ukraine, ça montre en tout cas que, enfin, même si tu es plus fort que moi, si tu ne m'as pas encore battu, je reste le plus fort. C'est un peu comme le vainqueur de la Coupe du Monde. On dit les champions du monde. Jusqu'au jour où il y a le prochain vainqueur, tu restes la meilleure équipe du monde, enfin le champion du monde en tout cas. Bon, c'est exactement pareil. Les Chinois doivent détrôner les Américains sur le plan militaire, comme ils ont détrôné sur le plan économique. Une autre vérité, c'est Mais, que ça va être quand même compliqué, parce que il faudra d'abord passer devant la Russie. Militairement, la Russie, ça se pose là. Ils ont plus de têtes nucléaires que les Américains. Ils ont le fameux Satan 2, un seul engin qui peut transporter à lui seul 12 têtes nucléaires. Et ils ont des radars c'est-à-dire, ce qui a même rendu possible, parce que les Russes n'ont pas été inactifs par rapport au kidnapping de Maduro. Les Russes ont livré au Venezuela des radars de dernière génération. Enfin, le problème, c'est que ce type de radar-là est plus ou moins tombé entre les mains des Ukrainiens parce que bon, il y a eu aussi des pertes côté russe et ça fait que les Ukrainiens ont pu récupérer un certain type de matériel, les matériels de dernière génération fabriqués par la Russie, qui a pu être analysé par la CIA pour justement fabriquer des ondes de brouillage, c'est-à-dire des pare-feux, pour que, une fois que les Russes ont livré ce type de radar aux Vénézuéliens, les Américains, ils ont déjà construit des pare-feux pour que, quand les radars de la défense aérienne vont signaler qu'il y a des hélicoptères sur votre sol, le dispositif des hélicoptères américains renvoie des ondes contraires qui font que le signal est brouillé et le signal ne parvient pas aux ordinateurs du centre de commandement. Et ça fait que Maduro n'a pas pu être informé en amont qu'il y avait des hélicoptères étrangers qui avaient pénétré son espace aérien. C'est clair qu'entre-temps, les Russes pour eux-mêmes vont changer de modèle et développer de nouveaux dispositifs pour eux-mêmes. Mais ce qui est tombé entre les mains de l'Ukraine ou qui a été livré au Venezuela a été étudié en amont par les Américains. Marco Rubio et Donald Trump ont bien expliqué comment. C'est moi. Certes, la soie durait quelques heures, mais les Américains, ils ont avoué que c'est une longue préparation. La Russie, c'est pas des enfants. Les gens pensent que bon, la Russie a protégé Maduro et ça n'a pas marché, on a kidnappé Maduro. Non. Malgré que c'était à distance, pour réussir quand même à brouiller les 5000 radars vénézuéliens, parmi lesquels beaucoup de fabrication russe dernier cri,
il a fallu s'entraîner et anticiper, fabriquer des matériels d'interception, travailler dessus pendant des mois pour que ce soit possible. Et le fait que les Ukrainiens aient pu récupérer du matériel russe a beaucoup aidé. S'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, par exemple, c'est clair que les Américains, n'ayant pas accès, ou ne pouvant pas avoir accès aux dispositifs de dernière génération livrés par Poutine à Maduro, ça n'aurait pas été possible de mener un tel assaut. Donc il y a énormément de choses, énormément de non-dits à dire là-dessus. Les Chinois donc doivent essayer aussi d'une manière ou d'une autre de s'affirmer quelque part parce que militairement, il n'y a pas que les Américains devant eux. Il y a la Russie. La Russie, c'est la Russie qui a. Après, il y a la Chine. Comment on fabrique l'arme nucléaire, comment on fabrique les drones, les matériaux d'espionnage, comment on fabrique les missiles, comment on fabrique, bref, presque tout ce que la Chine sait faire. C'est l'Union soviétique qui les a aidés. Bon, évidemment, ils ont acquis des savoirs entre-temps. Ils ont perfectionné avec leur propre intelligence et ils ont amélioré beaucoup de choses qu'ils ont acquises. Bon, c'est clair qu'eux aussi ont un certain savoir-faire, mais dans une confrontation, supposons, en enlevant les armes nucléaires, il n'est pas dit que les Chinois peuvent l'emporter face à la Russie, c'est pas certain du tout. Donc, pour les Américains, donc, faudra encore venir les chercher. C'est à la Chine de prouver qu'on est là et de récupérer Taïwan. S'ils ne le font pas, on va continuer à se moquer d'eux. Les Américains sont bien moqués d'eux. Regardez-les dans leurs sorties. On est les plus forts, on est les seuls à pouvoir faire ça. C'est une vraie reality show. Et ils s'en réjouissent. Bon, il faut faire quelque chose pour les humilier. Il faut vraiment faire un truc pour les humilier. Si Poutine n'avait pas encore annexé l'Ukraine et avait fait ça genre ce matin, on aurait dit, ah ouais, voilà du répondant. Voilà, lui aussi, il a fait quelque chose. Lui aussi, il a fait sa part. Bon. Comme il a d'abord annexé l'Ukraine et que maintenant les Américains ont fait leur coup d'éclat, les Américains, pour l'instant, voilà, c'est eux qui ont l'action la plus récente et donc c'est eux qui parlent fort en disant oui, on... Mais, Wilfried, quand il y a le conflit, Il y a ton chéri qui t'a appelé, qui t'a dit, laisse que Wilfried te raconte là, parle d'abord avec moi. Donc, en tout cas, avant qu'elle ne revienne, ce que je voulais dire au-dessus de ça, c'est que les Ukrainiens, les Américains, tous se sont réunis à Paris hier pour discuter d'un cessez-le-feu sur la Russie. Vous voyez, en fait, il faut pas la Russie militairement, c'est un pays surpuissant. Parce que toute une coalition entière n'arrive pas à récupérer le don. C'est aussi ce qu'il faut reconnaître là quelque part. C'est clair que les Américains n'envoient pas leur matériel dernier cri. Mais la Russie non plus ne soutient pas l'AES avec son matériel dernier cri. Et tous ces engins, ils sont nec plus ultra. Ce qu'il faut constater, c'est que, malgré les canons César, les canons Léopard, les canons Araignée, les canons Guépard, les canons Salopard, tout type de canon qui finit par, tout ce qu'on a livré à l'Ukraine n'a pas récupéré le Donbass. Non seulement ça, l'armée russe continue d'avancer. Chaque jour, elle gagne, elle n'a pas reculé du tout. On nous avait cassé les oreilles quand l'Ukraine avait pris 1 centimètre dans la région de course, 1 centimètre carré dans la région de course. On dit, ah voilà, l'Ukraine aussi c'est un cursé dans le territoire, mais la Russie s'en fout. C'est un no man's land, c'est une enclave. Vous n'allez rien faire du territoire, là, rien du tout. Au contraire, ils ne font qu'avancer en territoire ukrainien, là où c'est important, Zaporizhia, Kherson, Luhansk, Donetsk et tout. Donc, malgré toute la coalition, il y a les États-Unis dedans, il y a l'Allemagne dedans, il y a le Danemark, il y a le Canada dedans, tout le monde est dedans. Et malgré tout, la Russie avance. Ça montre le niveau de puissance, quoi qu'on dise, de Vladimir Poutine. Les gens disent que mais ça fait 3 ans, il n'arrive pas à... Mais ça fait 3 ans. Il combat contre la terre entière. Il y a même des pays africains, des idiots, qui soutiennent la coalition occidentale contre Vladimir Poutine. Bon, c'est-à-dire, mais il arrive à avancer. Tu ne peux pas faire ça si tu es faible. Réussir à faire ça. Et en plus, il parvient quand même encore à soutenir les pays africains. Les Américains actuellement ne tiennent pas un front de guerre. Et surtout pendant 3 ans, à l'extérieur, parce que jouer à domicile, c'est facile en défendant. Mais jouer à l'extérieur en attaquant, c'est pas évident. Dans la position russe, c'est pas évident du tout, c'est pas facile. Ils ne font qu'avancer et ils ne font que prendre les territoires. Et il y a tout le monde qui se réunit contre une seule personne, contre Vladimir Poutine. Il y a un peu d'assistance iranienne et nord-coréenne, mais même ça, la Russie, même ça, elle s'en sort. L'Ukraine, par contre, ne s'en sort pas du tout si elle perd le soutien
au point où on se met à supplier les armées américaines, les armées européennes. Il faut venir, il faut venir. Et tu vois comment les Européens tremblent de peur. Friedrich Merz, le chancelier allemand, il dit, hey, je ne vais envoyer aucun soldat en Ukraine. Je peux envoyer des soldats dans un pays, mais pas dans un pays frontalier, dans un pays, enfin, mais pas dans la zone de front, pas du tout. Giorgia Meloni en Italie, elle dit, mais moi c'est hors de question, vous êtes malade, c'est hors de question, dont ne rêvez même, ne pensez même pas. L'Espagne de Pedro Sanchez, c'est hors de question. Les pays baltes, c'est pas la peine, ils n'ont pas d'armée. La France, bon, Emmanuel Macron, il blablate, mais il ne fera rien. Donc en fait, c'est l'adversaire, il est puissant, il est fort. C'est-à-dire, il est très fort. Il est vraiment très fort. Ça fait que l'armée chinoise, est-ce qu'elle est déjà à la hauteur de l'armée russe pour s'imaginer dépasser l'armée américaine? C'est rien n'est moins sûr. C'est assez improbable en fait. Ils ont le nombre, oui, mais la qualité, je crois qu'il y a encore deux monstres là qui lui sont supérieurs, les États-Unis et la Russie. Mais quand le conflit ukrainien avait commencé, sur les médias en fait français en particulier, ils commençaient à comparer la situation ukrainienne à la situation taïwanaise. Parce que je me rappelle, ils avaient invité l'ambassadeur chinois. À un moment, il en avait ras-le-bol de leurs questions. Parce qu'il essayait d'expliquer que c'était pas la même chose. Quoi, Vous si dites, le mais micro. c'est pareil. Justice, tout à l'heure, ton analyse sur la question du soft power chinois, elle n'était pas juste. Tu m'écoutes? Oui, oui, si, je me suis trompée. Mais maintenant, il y a des mini-séries. C'est pas quand vous appelez TikTok, vous ne voyez pas les mini-séries. C'est chinois, c'est pas coréen, ça. C'est ça que je parle. Non, la plupart sont coréennes Ok, quand même parce que, sur La Netflix. plupart. Les, K, Non, je parle pas de les, Netflix. les K-dramas. Euh, parce euh, que la Corée du Sud est influencée par le capitalisme. Donc, tout ce ils font à l'américaine. Ils Oui, veulent imiter les justement. Américains. C'est des séries américaines avec des visages sud-coréens. La mer, ça a perdu l'authenticité asiatique de plus en plus. Même la Et K-pop. ils font ça pour narguer les Nord-Coréens en montrant qu'ils sont beaux, ils s'habillent en veste, ils ont Exact. les belles voitures américaines, machin. Comme pour dire que vous êtes dans la révolution. Est-ce que vous mangez la révolution? C'est un peu ce qu'on fait. C'est comme ça. C'est comme ça que les Américains procèdent. Ouais. Vas-y. J'avais une dernière question. Là, ça concerne l'Afrique. Vu l'acte que les Américains posent au Nigeria, est-ce qu'on pourrait pas dire que l'AES est en danger, voire court vers une déstabilisation dans pour leur projet? Parce que le pays où les Américains ont frappé, c'est justement au niveau de la frontière avec le Nigeria. Et comme ils ont pris le motif qu'ils chassaient les terroristes, ça leur permet d'aller dans n'importe quel pays où ils pensent que les terroristes ont pu aller, quoi. Et le Niger n'est pas une exception. Les Américains ont frappé. Tu penses qu'ils sont allés à ce niveau-là pour frapper? Ils ont frappé depuis le golfe de Guinée. C'est-à-dire les missiles sont partis de la côte atlantique, donc c'était même pas à ce niveau-là qu'ils sont partis, c'était au large des côtes, voire même camerounaises. Les missiles n'ont pas ce type de problème, ils te parcourent des distances de fou en quelques minutes. Donc ça c'est d'un, de deux, toute l'Afrique est en danger, enfin le monde entier même est en danger. Il y a une bonne leçon que l'attaque de Trump nous a montré. C'est que le droit, les lois, tout ça là. En fait, quand tu es fort, hein, quand tu es fort, les règles, tout ce qu'il y a dans les textes, dans les brochures, dans les articles, les déclarations de je ne sais quoi, c'est pas, ça ne te regarde pas. Tu n'es pas soumis à ça. Parce que, normalement, avec ce que les Américains ont fait là, on dit c'est violation de droit international. Totalement. On appelle ça banditisme, terrorisme d'État. On appelle ça, c'est un putsch.
C'est-à-dire Trump est un putschiste. C'est un coup d'État. Que le président soit élu démocratiquement ou pas, c'est un coup d'État. En plus, c'est même pas ton continent, c'est l'Amérique latine. Donc, si Trump était faible, si c'était un pays faible, qui n'a pas d'armes nucléaires, qui a une économie faible et dont le reste du monde ne dépend pas, on serait entré là-bas, on serait venu leur expliquer que, euh, cher Trump, il n'y a pas de démocratie chez toi, vraiment, c'est pas bien, tu dois laisser le pouvoir, ton peuple ne t'aime pas, et blablabla, et blablabla. Comme c'est un pays puissant, cette règle-là ne s'applique pas. Et c'est ça la logique du monde. L'effort tape sur les faibles, point final. L'effort tape sur les faibles. Donc, l'AES actuellement, comme tous les pays africains, bah déjà tous les pays africains devraient rejoindre l'AES au moins pour être protégés par l'article 6 de la charte du Liptako Gourma. C'est le même article que dans l'article 5 de l'OTAN. Ça fait que même s'il faut faire comme au Vietnam et faire la guérilla dont genre se mettre tous, même la population, tout le monde à contribution contre les Américains, ça leur ferait un peu peur. Ça les pousserait à reculer. C'est pour ça qu'on a réussi à empêcher les Américains d'arriver au Niger, au Mali, au Burkina. Et les Américains n'ont pas, pour l'instant, ils font avec. Quand on a fermé l'accès des États-Unis aux citoyens du Niger, du Mali et du Burkina, les trois pays ont fait la même chose. Et on n'a pas trop entendu Trump les mentionner ou encore aller frapper leur pays parce que même les États-Unis savent que ces gens sont imprévisibles. Dès l'instant où on va aller frapper là-bas, et ils ne sont pas comme Bola Tinubu, ils vont dire « Ah, c'est bien, oh merci, les frappes ont été menées en collaboration. » Ils vont dire « Les terroristes américains sont venus nous frapper. » Et toute la jeunesse africaine va comprendre que là, c'est mort. L'AES est vraiment dans le viseur des impérialistes qui bombardent maintenant officiellement. Et ça va nourrir l'anti-américanisme. Ça peut entraîner les pays à rejoindre l'AES plus rapidement. Surtout si les trois pays montrent leur capacité à se défendre mutuellement. Donc, comme toute l'Afrique, l'AES est en danger. On essaie de renverser Ibrahim Traoré encore il y a le 3 janvier. Paul-Henri Damiba a encore essayé. Il a envoyé ses gens et on sait par qui, on sait qui pilote des idiots comme ça. Enfin, ils jouent les idiots utiles pour le compte de ceux qui n'aiment pas Ibrahim Traoré. Ils ne vont jamais s'arrêter. Donc les alliances comme ça sont indispensables. Elles ne sont pas seulement pertinentes. Elles sont indispensables. Il faut les faire, c'est obligatoire. Ça, c'est d'un. De deux, il faut nouer des alliances contraignantes avec les pays qui sont puissants militairement. Il faut nouer des alliances contraignantes avec la Russie, la Chine, ce genre de choses en disant, on a une clause de défense mutuelle. C'est-à-dire, si toi, la Chine, sur la question taïwanaise, moi, le Burkina Faso, je te soutiens, je suis même prêt à, au nom de la défense mutuelle, c'est-à-dire, quelle est mon orientation idéologique, je suis pour que tu récupères Taïwan parce que ce sont des Chinois qui ont été instrumentalisés par les États-Unis. En plus, c'est pas faux. Et maintenant, en retour, si je me fais y attaquer, tu as aussi l'obligation contraignante d'envoyer tes soldats dans une logique de coopération mutuelle où tu te bats à mes côtés contre justement les envahisseurs étrangers. Et maintenant, dans cette coopération mutuelle, nous avons un contrat de développement militaire. C'est-à-dire, tu dois me construire, ou du moins m'aider à construire, une alliance, une centrale nucléaire pour le civil, et quitte à ce que moi-même, avec le temps, je me penche sur les questions de la transformation du nucléaire civil au nucléaire militaire. Voilà les réflexions que notre continent, que les Africains devraient y avoir. C'est pas au choix. Le monde n'obéit à rien. Les États-Unis, parce qu'ils sont les plus forts, ont décidé de violer les lois. Regarde comment on dit que c'est la plus grande démocratie du monde, mais regarde comme ils parlent. Je vais prendre le Groenland, Cuba, machin, méfiez-vous. En fait, ils ne respectent plus rien. C'est le Far West. Et finalement, c'est mieux comme ça. Ça va permettre aux Africains de se réveiller et de comprendre que tout ça, là, tout ce qu'on croit, là, que oui, les amitiés, les machins, parce que quand on disait les États n'ont pas d'amis, les gens pensaient que c'est une manière de parler. Ben non. Les États n'ont pas d'amis. Il faut s'allier avec des gens puissants, devenir soi-même puissant pour pouvoir parler fort. Au début, les Chinois se battaient avec des bâtons. Ils ont fait appel aux techniciens soviétiques pour développer l'industrie militaire. L'industrie est lourde. Ils ont triché les plans pour eux-mêmes faire le nucléaire avec un peu d'assistance soviétique. Les Nord-Coréens ont fait pareil
Et ainsi de suite, les Iraniens actuellement sont en train de faire pareil, ils sont très subtils. Ils vous disent que non, on ne développe pas l'arme nucléaire, ils vont aux discussions, aux débats et tout, mais on sait qu'en coulisses, vu qu'ils ne vont jamais dire, on fabrique le nucléaire, on fabrique l'arme nucléaire et tout. Ils ont prévu qu'un jour, vous allez juste constater le premier essai nucléaire iranien. Et dès l'instant, ils vont faire le premier essai nucléaire iranien, ils vont dire à Israël, essaye encore de toucher à la bande de Gaza, voir. Et là, la guerre entre Israël et la Palestine va cesser. Il y aura un État palestinien à côté d'un État israélien. Parce que Israël saura que les Iraniens ne plaisantent pas. À la moindre escarmouche, quitte à mourir mutuellement, l'Iran va larguer ses armes nucléaires sur Israël sans la moindre hésitation. Donc, il faut développer une industrie militaire. Il faut être fort, sinon c'est mort. C'est valable pour nous, c'est valable pour les Européens, c'est valable pour tout le monde. Même les Européens aujourd'hui constatent leur faiblesse devant la superpuissance américaine. Même tous réunis, ils sont conscients que ils restent en infériorité. Mais comme ils peuvent quand même infliger de grands dommages, c'est-à-dire si le match se joue, ça va finir comment dire, 6 buts à 4, dont les Américains vont quand même encaisser 4 buts, ce qui n'est pas rien. Et voilà. Nous sommes appelés à devenir puissants, sinon on se fera écraser.